Ne serait-ce pas le bonheur? Roman de Carole Détain, publié chez The Book Éditions en mars 2020. Ne serait-ce pas le bonheur? Sous-titre 2014 Vacances tropicales. Première partie à Paris. Chapitre 1 Premier emploi. Le 15 août 2014, la famille Valente, le père, la mère et les deux fils revenaient à Paris après 2 semaines passées à Querbillan. L'aîné des garçons terminait une année d'alternance dans une grande entreprise publique. Il quittait le statut d'étudiant avec un master de comptabilité contrôle audit en poche. Le vaste horizon de l'activité professionnelle s'ouvrait devant lui. Ses parents s'interrogeaient. Trouverait-il un emploi? Saurait-il se montrer assez persévérant et énergique pour forcer la porte d'une entreprise? Il lui faudrait sortir de sa chambre et de l'univers virtuel des jeux sur écran qui l'attiraient, comme des lumières fascinent un papillon de nuit. Ne resterait-il pas allongé sur son lit jusqu'à point d'heure le matin, une fois toute contrainte disparue, sans plus d'alternance en entreprise ni de cours à l'université? Maud n'était cependant pas terriblement inquiète. Ces questions lui traversaient l'esprit comme malgré elle, par habitude presque. Son fils avait été soutenu et poussé à l'extrême pendant toute sa scolarité par elle-même et par de pléthoriques cours particuliers quand il était élève, par son père ensuite lorsqu'il devint étudiant. Mais à 23 ans, il possédait désormais son propre système de valeurs et Maud se sentait plus confiante. Il avancerait pas à pas, seul et à sa façon. Maud espérait qu'il ne rencontrerait pas en chemin de trop douloureuses péripéties. Il avait déjà incroyablement progressé ces derniers mois, seul et sans l'aide de sa maman, sur la route de l'âge adulte, lorsqu'une étudiante de sa promotion était devenue sa petite amie. Il s'était, seul donc, et sans l'intervention de sa maman, tourné vers elle. Plus exactement, il avait accepté, seul, et de son propre chef, la proposition de Delphine d'inventer ensemble leur propre histoire. Ce fut une grande surprise pour les parents. Quelle chance, s'était-il dit, quand on connaît le caractère de Luc, fortement teinté d'un indiscutable oblomovisme. L'expression était de Maud, qui pensait au fameux protagoniste du célèbre roman russe. Il quitte la faculté, et s'il ne connaissait pas Delphine, sa chambre et ses relations virtuelles et ludiques pourraient très malencontreusement devenir tout son univers. Pourvu que ça dure, tel était le discret espoir explicitement formulé dans un bel ensemble par le père et par la mère quant aux futures relations de Delphine et de Luc. Delphine était apparue dans l'horizon familial des Valentes au moment idéal où les parents devaient bel et bien, contraints et forcés, abandonner leurs tâches éducatives. Les principes qu'ils s'étaient évertués à transmettre à leurs fils étaient pour l'essentiel concrets et positifs. Accroche-toi à la réalité fut leur principale exhortation qu'ils n'exprimèrent en réalité que rarement, mais ils le conseillèrent en ce sens pour le choix de ses études et ils participèrent à la réussite de ses examens. Pense donc à l'argent et à la sécurité matérielle, avait signifié leur comportement de parents, et cesse de rêver, s'il te plaît. Il se sentait en partie déchargé,
de cette mission, comme s'il l'avait confiée à la jeune demoiselle. Il n'aurait pu anticiper, ne serait-ce que quelques mois auparavant, plus favorable évolution. L'impasse, avant que Luc ne rencontre Delphine, leur paraissait imminente. Leur fils se devait de trouver en lui-même la motivation et l'énergie pour franchir l'obstacle du début de la vie professionnelle. Il avait surmonté, soutenu par papa et par maman, les épreuves de la vie d'élève puis d'étudiant, pour autant que le papa et la maman exerçaient sur lui un raisonnable ascendant. Le moteur de l'incitation parentale était alors encore suffisamment puissant. Mais quel avenir se dessinait ensuite devant eux? Thibaut et Maude ne pourraient vraisemblablement plus, à l'âge qu'il avait atteint, le pousser à s'engager dans le combat de la concurrence professionnelle, à aller gagner sa vie, à insister chaque jour sans faiblir, alors qu'il n'avait pas besoin d'argent, qu'il habitait chez ses parents et que sa passion principale dans la vie paraissait être l'univers des jeux vidéo. L'avenir leur semblait singulièrement abstrait, mais Delphine était apparue. Et un vif courant d'air venu de l'extérieur avait soudain animé le paysage familial. Une pièce manquante semblait avoir comme par magie trouvé sa place au sein du puzzle incomplet de l'existence. Delphine, douce et prévenante, à portée de main, souriait à Luc, et il ferait peut-être ainsi, spontanément, et non plus sous l'impulsion parentale, l'effort, au demeurant peu réjouissant, de chercher du travail. Delphine le regardait, elle le caressait. Elle se blottissait contre lui, elle voulait toujours plus longtemps passer du temps à ses côtés, elle lui proposait son amour. Il n'y croyait pas. Elle l'avait choisi, lui et pas un autre. L'événement était immense et mystérieux, ce cadeau lui était offert, qui ne venait ni de son père ni de sa mère. Il vivait une révolution intime. Il s'était vu, lorsqu'il était en cours à l'université de Val d'Europe, devenir l'objet de l'attentive sollicitude de cette petite jeune fille, jolie et sincère, facile à vivre, rassurante et tranquille, et qui, contrairement à lui, avait depuis l'enfance passé, seule et sans être aidée, toutes les étapes de la vie scolaire. Elle avait travaillé quand il le fallait, elle avait su doser son effort, elle s'était concentrée, avait bandé ses muscles très précisément au bon moment. Ce n'était pas toujours drôle ni facile, mais elle avait respecté les passages obligés, réussi les examens théoriques et pratiques, synthétiques et analytiques, littéraires et numériques, culturels et logiques. Elle avait rédigé les rapports de stage et les mémoires requis sur des sujets spécifiques et approfondis avec des professeurs parfois exigeants et peu réaliste. Elle s'était adaptée. Elle avait eu raison des obstacles. L'on ne déploie pas tous ces efforts sans une ligne de conduite parfaitement définie. L'on ne réalise pas par hasard un si long chemin depuis la petite maternelle jusqu'à 23 ans tout en n'étant pas soutenu par sa famille. Son père était artisan boucher, salarié chez un patron. Sa mère était gardienne. Ses frères n'avaient pas fait d'études. Delphine disposait sans nul doute de son propre moteur interne, puissant et performant. Elle devait pour sa part être singulièrement concernée par les fameux principes importants aux yeux de Thibaut et de Maude, de réalité et de matérialité. Telle était probablement l'une des grandes lignes directrices de son existence.
Elle était une jeune fille déterminée, capable de définir ses propres objectifs, en dehors de toute pression familiale, sociologique ou sociale, et Maud supposait qu'elle bénéficiait en cela d'un incomparable atout au seuil de sa vie d'adulte. L'avantage est en effet essentiel lorsque la nature profonde de son être s'avère très précisément cohérente avec le but que l'on affirme, social, extérieur et rationnel. Il s'agissait en ce cas du métier visé par Delphine. Elle disposait ainsi d'un solide équilibre, rassurant, pour envisager l'avenir. Delphine réalisait de plus, en septembre 2014, alors que les Valentes revenaient de Kerbillan, une belle continuité entre ses études et sa vie professionnelle. Son stage en alternance se transformait en emploi définitif. Elle s'était montrée sage et réaliste lorsqu'elle avait choisi 1 an plus tôt un stage non loin de l'appartement de ses parents. Elle avait anticipé qu'elle travaillerait dans une entreprise d'accueil tout en habitant à Bobigny et en étudiant à Val d'Europe. Elle voulait éviter les trajets épuisants de banlieue à banlieue. Elle avait trouvé une entreprise proche de chez elle et elle avait vécu sa dernière année d'étudiante dans de bonnes conditions matérielles. Thibault et Maud comprirent aisément, lorsqu'ils firent sa connaissance, quelques mois plus tard, au printemps 2014, que cette petite jeune fille discrète et souriante, aux longs cheveux bruns, possédait d'ores et déjà une vision précise de son avenir professionnel. Elle travaillait en alternance jusqu'à fin août dans les services informatiques d'une grande banque commerciale. Elle serait ensuite, sans même cesser son activité, définitivement embauchée au siège social de l'EGB, l'entreprise générale de banque, située dans l'une des plus hautes tours de la Défense. La jeune étudiante, attentive et réfléchie, qui ne prenait la parole que lorsqu'on l'interrogeait, ne perdait pas de temps. Elle finissait ses études et s'apprêtait, au sein de la direction stratégique de l'EGB, à évaluer l'ensemble des risques de marché engagés par la banque. Elle vivait le moment déterminant du premier emploi. À la fin de l'été, les étudiants allaient se séparer, le plus souvent définitivement, mais Delphine avait saisi la main de Luc. Il ne ferait pas seul ses premiers pas hors du système universitaire, il s'en réjouissait. Il devenait concret et positif, suivant une motivation d'ordre personnel et non plus insufflée par ses parents. Il devrait imiter Delphine. Il n'allait pas, étant son petit ami, se laisser séduire entre les 4 murs de sa chambre aimée par d'obligeantes sirènes oblomoviennes. « Tu sais comme je l'aime, ma chambre », avait-il fréquemment dit à sa mère avant qu'il ne rencontre Delphine, quand il expliquait que sa vie n'était point pour lui déplaire. « Ma chambre avec mes habitudes, tu le sais, maman. Je n'aime pas trop les changements. » Maud avait en effet conscience que son fils aîné était loin de piaffer impétueusement, tel un jeune poulain impatient de découvrir la grande prairie verdoyante de son avenir. Il terminait calmement son stage en alternance dans une filiale de ZA Infrastructure. Le nouveau projet de gestion auquel il avait participé était achevé, et il se trouvait presque sans activité, les journées étaient longues. « Prends patience, lui disait Maud, ce genre de situation est monnaie courante en fin de stage. » Il réussissait à passer le temps, il demeurait décontracté et vivait le soir des moments de bonheur devant son ordinateur, dans sa chambre, non loin de son frère. La fin du mois de septembre approchait. Non mais
Crois-tu, répétait Thibaut à Maude, qu'il va un jour commencer à chercher du travail? Regarde-le donc, il ne fait vraiment pas d'effort, il y va lentement, plus tranquillement, on ne peut pas l'imaginer. Thibaut n'avait pas tort. Le jeune homme ne se précipitait pas. Il attendit l'ultime fin de son stage avant d'entamer les toutes premières démarches. Il parcourut les étapes les unes après les autres sans se bousculer. Il alla chez le coiffeur, il renouvela la photo de son CV, il réactualisa ses lettres de motivation et commença à un rythme qui lui était propre, c'est-à-dire point trop frénétique, à répondre à diverses offres d'emploi. Le contenu de son CV était en son genre des plus séduisants. Il mentionnait un double diplôme, un master d'université, complété par le diplôme supérieur de comptabilité-gestion. Il lui suffisait désormais, s'il le souhaitait, de 3 années en cabinet d'expertise comptable pour devenir expert comptable. Il envoya sa première candidature à un cabinet qui recrutait des débutants. Il franchit le premier barrage et fut admis à passer les entretiens. Il revêtit son plus beau costume. Thibaut le trouvait beau comme un camion. Il répétait cette expression avec un évident humour gourmand pour décrire son fils arborant la mirifique tenue du candidat idéal. Il la rapportait volontiers à Delphine, qui acquiesçait gentiment. Luc se rendit aux entretiens, il revint et apprit une semaine plus tard que parmi la vingtaine de candidats évalués, il se trouvait au final en concurrence avec un seul autre jeune homme. Ce dernier fut au bout du compte retenu car il avait, lui avait-on dit, passé son année de stage dans un cabinet équivalent. Cette première tentative fut un succès. Maude se mit alors à penser que son fils était peut-être doué pour l'exercice de l'entretien. Il avait certes été dûment entraîné, canalisé, conseillé et guidé par ses parents la veille du grand jour. Il avait appris à déjouer tous les pièges imaginables. Il avait à maintes reprises répété des argumentaires précis et développés sur des sujets qu'il ne maîtrisait pas suffisamment à l'origine au goût de Thibaut et Maude. Il avait été parfaitement préparé, mais il n'était pas douteux, au vu des résultats obtenus, qu'il s'appuyait également sur ses qualités propres. Il devait savoir répondre, sourire, discerner les enchaînements, rebondir, donner le change, aussi bien que saisir au vol les allusions tacites ou implicites. Il manifestait ses aptitudes par lui-même, sans recours ni à son père ni à sa mère. Maude respirait, sa poitrine se dilatait, son regard attrapait la lumière. Sa deuxième candidature auprès du cabinet Lartigue Frères ouvrait grand la porte aux rêves les plus démesurés. La nonchalance de Luc avant l'été avait relativement contrarié son père, Lartigue Frères, qui figurait parmi les plus prestigieux cabinets français d'expertise et de commissariat aux comptes, avait alors proposé plusieurs postes à des diplômés débutants. Luc s'était montré égal à lui-même, il était occupé par son travail en alternance, ainsi que par ses derniers examens à l'université. Il était donc à cette époque, et selon ses critères personnels, bien assez sollicité. Son père, qui l'avait en vain incité à présenter sa candidature, n'avait évidemment pas pu insister trop lourdement, et l'occasion était passée. Les regrets de Thibaut furent d'autant plus vifs qu'un collègue de Luc, de la même faculté, de la même filière et de la même promotion, avait été embauché.
Tu vois, Maude, avait commenté Thibaut, cet étudiant a été retenu. Luc avait donc toutes ses chances. Il exagère, non? Il pourrait réagir un peu plus vite, non? Je ne m'inquiète pas, avait répondu Maude. Prends patience, ton fils n'est pas toi, ce n'était pas le moment, il faut attendre. L'Arctique Frère renouvela en effet son offre à la fin du mois de septembre. Luc saisit cette fois-ci la balle au bond. CV, lettres de motivation furent envoyées et, premier grand motif de satisfaction, il fut convoqué. Il partit avec costume et chaussures cirées pour une demi-journée d'examen écrit, d'études de cas, d'entretiens individuels et collectifs, de jeux de rôle, réunissant l'ensemble des candidats afin de les observer comme l'on examinerait des poissons dans de vastes aquariums conçus à cet effet. Le jeune homme avait, cela s'entend, été entraîné la veille. Il avait répété, il avait repris, il avait révisé. L'exercice avait ressemblé à la préparation précédente, avec toutefois quelques variantes, puisque le style de l'Arctique Frère présentait d'autres caractéristiques, légèrement différentes. L'on peaufina, l'on ajusta, l'on vérifia et l'on dynamisa, l'on demanda au futur candidat de trouver son propre vocabulaire, de formaliser ses idées, de s'exprimer de façon posée et nuancée. L'exercice se travaille. Il partit par un bel après-midi d'automne. Il traversa le jardinet devant l'immeuble. Sa démarche était calme, il mesurait l'enjeu. Il se retourna, jeta un coup d'œil vers le balcon de l'appartement. En même temps qu'il refermait le portillon, il vit sa mère. Derrière la porte-fenêtre, elle le regardait. Il savait, avant même de porter son regard vers le deuxième étage, qu'elle serait là, présente, comme elle avait été quelques minutes plus tôt lorsqu'il se préparait. Maude s'était assurée qu'il avait choisi la chemise qui convenait, ainsi que le pantalon qui venait d'être retouché. Il avait maigri depuis 1 an. Il était devenu un mince et grand garçon, depuis que Delphine et lui comptaient l'un pour l'autre. Maude avait vérifié sa cravate et le contenu de son sac, les stylos, la pièce d'identité et autres éléments indispensables. Ces dernières précautions avaient en réalité été rappelées par le père. Il les avait dites à la mère, Luc de son côté y avait d'ores et déjà pensé. Luc était parti, le père attendit, la mère attendit, tout en étant occupée. Maude n'avait pas pour habitude de rester enfermée dans l'appartement, ni de penser exclusivement à son fils lorsqu'il passait un examen ou l'équivalent, à savoir désormais un entretien d'embauche. Elle a dû écrire en son absence ou rencontrer des amis, sans que ne l'abandonne toutefois l'arrière-pensée de Luc. Il vivait un moment important, il faisait de son mieux, il essayait d'attraper la corde, de s'accrocher à la paroi, de se hisser, d'entrer dans la course. Le lendemain, il recevait un mail. Il avait donné satisfaction, il serait reçu 10 jours plus tard par un associé ou senior ou décideur ou personne de poids, de pouvoir, qui statuerait définitivement cette fois-ci sur son cas. Il repartit. Le vent soufflait en un jour de tempête cet après-midi-là qui évoquait la mer. Il s'était la veille encore une fois prêté à une intense préparation familiale. Peut-on dire que Thibaut vivait encore à cette date? La réponse penche très nettement vers la négative. Il ne vécut pas, à proprement parler, pendant la dizaine de jours qui précéda l'entretien. Il se contenta de développer une
incessante obsession. C'est si important, répétait-il à Maud, te rends-tu compte? Il a passé le premier cap. Vois-tu un peu la carte de visite qu'il obtiendrait s'il entrait chez l'Arctic Frères? C'est incroyable. Il a été sélectionné, mais imagine s'il devait échouer maintenant. Ce serait décevant, tu ne crois pas? On ne peut pas s'empêcher d'espérer. La tonalité de ses propos était parfois légèrement différente. En fait, non, disait-il alors. Ce ne serait pas si grave s'il ratait. C'est déjà tellement fantastique qu'il soit arrivé jusque-là. Dans tous les cas, il gagnera en assurance, c'est le plus important. Le retour de Luc fut attendu. Le loup blanc au coin du bois ne l'aurait pas été davantage. C'était un vieux, raconta-t-il, un vieux comme vous. Il a cru que j'étais en retard, mais ce n'était pas moi, sa secrétaire s'était trompée. Ah bon, répliqua Thibault, qui tentait avec peine de garder une apparence relativement calme, apparemment tranquille. Ah bon, et il a compris ensuite que tu n'étais pas en retard, tu t'es expliqué. Oui, papa, t'inquiète pas, ça s'est éclairci. Et alors, il a conclu comment? Le père et la mère, unanimes et passionnés, posaient cette unique question dans un magnifique ensemble, aussi impatient qu'angoissé. Il a dit que c'était plutôt rare, mais que pour une fois il était assez d'accord avec la présélection, et ensuite il a conclu que les administratifs allaient m'appeler. Ah bon, vraiment il a dit ça? Les parents répétaient ces mots, en chœur ou en écho. Ils voulaient les réentendre, les interpréter, les réinterpréter, les tordre, les creuser, les comprendre ces mots à la virgule près, que monsieur le décisionnaire, une huile de l'Arctic Frères, avait concédé en fin d'entretien. Il n'y a aucun problème, commenta Maud, une fois seule avec Thibault. Il est pris, c'est évident. Oui, tu as raison, lui répondit Thibault, mais enfin, il faut attendre. Tant qu'on n'a pas la confirmation écrite, formelle, officielle, il faut être prudent, imagine. Le grain de sable, le fameux grain de sable peut toujours intervenir. Et alors, en réalité, rien n'est vraiment sûr. Luc attendait lui aussi. Il avait le sentiment d'avoir réussi les entretiens, de groupe puis individuel. Il croyait s'être montré vif et à l'aise, l'ambiance lui avait semblé détendue, mais, tout comme Thibault, il demeurait réservé tant que l'affaire n'était pas définitivement conclue. Il espérait l'appel de l'Arctic Frères. Il dormit tard le lendemain et n'entendit pas la sonnerie. Un message sur son répondeur l'invitait à rappeler. Son père bondit intérieurement comme un léopard affamé sur une gazelle à portée de griffe, comme un paparazzi sur une princesse royale, comme un chercheur d'or sur un nouveau filon. Non mais il va mal, dit-il à Maud, il dormait. Tu te rends compte? Il aurait la réponse maintenant. Il faut qu'on sache absolument. José, l'un de ses amis, passa la journée avec lui. Luc avait retrouvé, à peine son stage terminé, son rythme de jeune homme décontracté, avec des jeux tardifs et un réveil tout aussi peu matinal. Il avait mené, ainsi que Maud l'avait anticipé le plus calmement du monde, sa recherche d'emploi et n'avait rencontré ses premiers gros rats, pour employer une terminologie familière désignant les cadres extrêmement supérieurs d'entreprise, qu'une fois son stage d'alternance achevé, sa période de chômage théoriquement commencée. Il fut cependant le premier à regretter son sommeil du matin. Il rappela son succès, il attendit, posté toute la journée devant son téléphone, qui demeura silencieux. Le lendemain, à 9 heures, le téléphone sonnait de nouveau. Il était encore au lit. Il ouvrit un œil, mais ne répondit pas. N'ayant aucune intention de sembler apathique, ou, pire encore,
ne pas oublier de se méfier du sommeil du matin lors de circonstances éminemment importantes. Il laissa sonner, écouta le message, puis rappela. La réponse devint dès lors très officielle. Le contrat signé par l'entreprise arriverait par la poste en 2 exemplaires. Luc le renverrait après l'avoir signé en retour. L'immense joie put enfin éclater. Maude était à la maison et Thibaut dans son bureau. Les nouvelles circulèrent par téléphone vers le père et les grands-mères. L'irruption du volcan, longtemps maintenue sous pression, fut explosive. Les doutes étaient enfin balayés, le sommet vaincu, et l'on profitait du moment. L'on s'accordait une confortable pause pour contempler le fastueux paysage après le plus harassant des périples. On savourait, on soufflait, on s'émerveillait, on n'y croyait pas, on s'embrassait, on souriait, les regards s'enlaçaient, on se comprenait, on connaissait la joie de l'autre, on discernait en ces instants le fond des cœurs, transparent et limpide. Le soir, au retour de Thibaut, la famille s'engagea résolument dans la délicieuse phase commentaire de l'inénarrable succès. Les parents ne cessaient de répéter à leur fils qu'il était incroyable. Il réussissait tout ce qu'il entreprenait, c'est fantastique, lui disait-il. Regarde un peu, c'est la première entreprise quasiment que tu sollicites et tu es pris. Et quelle entreprise prestigieuse, la grande classe des entreprises. Thibaut et Maude mesuraient le chemin parcouru à si grand-peine par leur fils. Ils l'avaient tant contraint qu'il s'était inquiété pour l'estime qu'il se portait à lui-même. Il aurait été dramatique qu'il réussisse à le porter haut et loin, tout en saccageant sa confiance en lui. Il s'était forcé, à chaque fois qu'il l'avait pu, de mettre en valeur ses qualités propres, tout en n'abandonnant pas leurs exigences, et il pouvait enfin, ce soir-là, donner libre cours, sans réserve ni nuance, à leur admiration enthousiaste. C'était lui, sa personnalité, son sens du contact, de la répartie, c'était lui qui l'avait emporté, lui, et personne d'autre. La brise de l'allégresse soufflait dans l'appartement. Romain, le jeune frère de Luc, ne se laissait en rien distancer. Il arpentait lui aussi les chemins largement dégagés de la félicité. La famille avait navigué dans le même bateau, ramé, souqué, ajusté les écoutes, tendu vers la même destination. Raconte maintenant, il s'est passé comment exactement l'entretien? Thibaut et Maude voulaient tout savoir, aucun détail, aucune anecdote ne devait pour leur plus grand plaisir être négligée. Romain écoutait aussi passionné que ses parents. Le temps passerait, et le récit, peu à peu, s'effacerait. 2 anecdotes, cependant, resteraient dans la mémoire de Maude. Elle se sentait si fière. Luc était habile. Il la dépassait. Elle croyait approcher le bonheur quand elle mesurait concrètement et intimement qu'il n'était pas elle. Il ne subirait pas les angoisses qui l'habitaient depuis toujours, lui semblait-il, et qui ne l'abandonneraient sans doute jamais. Elle l'avait connu, tout petit être, qu'elle se devait d'aider et de préparer à la violence du monde telle qu'elle l'apercevait. Sa responsabilité était immense, et que pouvait-elle lui offrir? Lorsqu'elle considérait ses propres piètres performances professionnelles et l'intense traumatisme dépressif qu'il avait à l'âge de 27 ans abattu jusqu'à détruire en elle le plus infime désir de vie, elle l'avait guidé tout en espérant que son chemin serait moins douloureux que le sien.
Connaître le tempérament de son fils lorsqu'il était enfant n'avait pas été facile. Sa joie de vivre, ses jeux, sa quête de l'amitié, son aptitude au rêve lui appartenaient, mais pouvaient également n'être que l'apanage de son jeune âge et disparaître avec le temps. Elle était inquiète. Et s'il était comme moi, se demandait-elle, et si l'état de grâce de l'enfance devait céder la place à la reproduction du même? Maud le redoutait, et elle se réjouissait quand elle découvrait son sens de la répartie, par exemple, dont il avait dû faire preuve pendant les entretiens, et dont elle-même se sentait largement moins pourvue. Il était différent. Elle en était heureuse. La première anecdote que Maud garderait en mémoire était celle où l'homme qui l'interrogeait, l'une des huiles de l'entreprise ou gros rat, pourrait-on dire, se montra passablement inélégant, non plus que singulièrement peu subtil. Et donc, demanda-t-il au détour de la conversation, vous avez eu une mention avec votre bac? Thibault et Maud, traversés soudain par une puissante angoisse rétrospective, écoutaient leur fils. Ils attendaient la suite, mais qu'avaient-ils donc pu répondre à cette curiosité aussi étroite qu'étriquée, puisqu'elle n'était depuis longtemps plus d'actualité, étant donné le niveau d'études atteint par Luc? Elle recelait cependant, quoi qu'on pût en penser, une indéniable amorce de piège. Chacun sait que l'Artigue Frères recrute parmi l'élite des étudiants, au sein du vivier, chaque année renouvelé, des jeunes HEC polytechniciens et centraliens. Il ne saurait, pour l'essentiel, qu'on descendra moins. Pourquoi ne pas se réserver le meilleur de la crème lorsqu'on peut se le permettre? Il était de la sorte évident pour monsieur Huile ou Gros Rat que les mentions au bac étaient monnaie courante. Était-il vraiment nécessaire de le mentionner? Les HEC polytechniciens et autres centraliens avaient obtenu leur mention, qui plus est sans effort. Il n'est donc pas indispensable d'en parler, sauf que, si l'on en parle, et cela ne fait jamais de mal de l'évoquer, puisque l'on est entre soi, l'on peut toujours, avec un sourire entendu et complice, se rappeler entre soi donc ces hauts faits d'armes d'éternels excellents élèves. Monsieur Rat ou Rat d'Huile ne s'en priva pas. Il s'avérait justement que sur le CV du jeune Luc Valente, la brièveté apparaissait retentissante au niveau des diplômes obtenus, où il était indiqué bac S, sec, bizarrement donc, sans la moindre mention spécifiée. Il était par trop tentant, lorsque l'on s'appelle monsieur Rat, huile de rat ou rat d'huile, de demander « Eh bien, et votre mention ?» La curiosité de Thibault atteignit de gigantesques sommets. La question était indubitablement dangereuse. Que pouvait répondre son fils? La curiosité de Thibault atteignit de gigantesques sommets. La question était indubitablement dangereuse. Que pouvait répondre son fils? Devait-il bredouiller, l'air quelque peu gêné et un rien hésitant, tout en fixant l'extrémité de ses chaussures, que non, lui, il n'avait pas une mention? Les futurs jeunes consultants étaient supposés faire preuve de panache, de réflexe et d'entre-gens. Ils étaient recrutés pour intervenir auprès de chefs d'entreprise moyennes. L'Artigue Frères
spécialisé jusqu'à présent dans l'audit et l'expertise des grands comptes, se diversifiait auprès de sociétés plus modestes. 30 jeunes embauchés, frais et mollus du système de formation français, constitueraient un nouveau service qui interviendrait auprès de ces patrons de moyenne société. Il suffisait dès lors que Luc fasse mine de baisser les yeux, de rougir ou de balbutier que non, la mention non, il n'avait pas réussi à la décrocher, pour que la porte d'entrée de l'entreprise convoitée se referme aussi brutalement qu'elle s'était préalablement légèrement entr'ouverte. Dans un futur environnement exempt de douceur, le jeune consultant se devait d'avoir l'air en toute occasion sûr de lui, souriant et à l'aise. Thibault attendait. Luc allait lui révéler ce qu'il avait réussi à répondre à monsieur Huile, huile de rat ou rat d'huile. Il attendait ainsi que Maude. Ils attendaient de concert et de conserve, synchrones et solidaires. Eh bien voilà, poursuivit Luc, je suis resté détendu, j'ai affecté de réfléchir, de chercher, avec peine, dans mon lointain passé. J'ai répondu, eh bien, j'avais 17 ans, je passais mon bac, mention ou pas, j'avoue, j'ai un peu oublié. Un léger silence s'immisça alentour. Le temps, certes rapide, que chacun comprenne et réagisse en conséquence. Fusèrent ensuite les commentaires formulés d'abord par Thibault, repris par Maude et chaudement approuvés par Romain. « Ah mais oui, tu t'en es bien sorti, t'as été malin. Tu ne t'es pas affalé, tu n'as pas menti non plus, mais effectivement l'air décontracté, au-dessus en fait de ses considérations. Tu lui as fait comprendre que la question certes pouvait être posée, certes dans la vie, surtout quand on est recruteur, on peut bien poser toutes les questions imaginables, oui bien sûr, mais enfin des questions franchement dans le genre passéiste, entre soi, enfermé, rabougri, même qui n'apporte rien, dans le genre ce n'est absolument pas fascinant et il ne serait pas interdit au fond de s'abstenir de ce genre de questions, de ce genre d'autosatisfaction clanique en réalité. Tu as botté en touche en fait, tout en restant courtois, tout à fait lisse d'une certaine façon, tu l'as renvoyé dans ses filets. Les félicitations familiales furent unanimes. Je n'aurais pas fait mieux, conclut Thibault. Et moi non plus, renchérit Maude sans l'ombre d'une hésitation. Luc s'était vu dans l'obligation de doubler un autre cap dangereux. Monsieur Huile, ou Huile de rat, était un fin limier. Il avait l'œil et repérait la moindre information un tant soit peu atypique. Mais dites donc, demanda-t-il après avoir examiné à la loupe CV et lettres de motivation, tout en n'oubliant bien sûr pas de les comparer. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné dans votre CV le diplôme supérieur de comptabilité-gestion? Vous ne citez que le master de comptabilité contrôle audit, alors que vous avez bien, n'est-ce pas, le double diplôme? Une fois de plus, la question ne brillait pas par sa pertinence. Toute personne un tant soit peu familière du domaine sait qu'un étudiant comme Luc Valente, muni du DCG, diplôme de comptabilité, gestion, du fameux master précité, et de 2 UE fondamentales du DSCG, diplôme supérieur de comptabilité gestion, était titulaire, par l'intermédiaire du savant jeu des équivalences, de ce dernier diplôme.
Le vieux limier, un subtil composé de grosses huiles et de rats des villes, était parfaitement au courant, mais il prisait les présentations carrées, précises et rigoureuses. Toute information avérée se doit être clairement exprimée. Il apparaissait en conséquence singulièrement gênant que ce petit jeune homme n'ait pas explicitement mentionné cet élément dans son CV. Cette omission, si tel était le cas, ne laissait pas d'être préoccupante pour un candidat ambitionnant éventuellement un jour de devenir expert comptable. Le jeune homme se devait à minima de témoigner d'une irréprochable discipline mentale, et le fait de négliger la mention d'un diplôme était loin de témoigner en sa faveur. « Sacrée question, s'était dit Thibault, nous y voilà une fois de plus. » Luc ne pouvait absolument pas répondre que vraiment oui, c'était dommage, mais franchement il avait oublié. L'écueil était dangereux, le souffle de Thibault avait ralenti. Il connaissait l'issue de l'entretien et ne pouvait décemment être inquiet. Il se sentait cependant envahi par une nervosité rétrospective qui confinait à l'euphorie. Le suspense lui procurait un intense plaisir. Le père, la mère et le jeune frère, tout aussi dynamique, enthousiaste et impatient que ses parents, étaient suspendus aux lèvres du héros d'un soir. Tous attendaient sa réponse. « Raconte, raconte !» scandait-il dans un irréprochable ensemble. « Bien, très naturellement, répondit Luc, je lui ai dit que je ne l'avais pas indiqué à cause des règles. » Afin d'éclairer au plus simplement le lecteur, on précisera que le jeune homme avait en main son attestation officielle de master, ainsi que les différents éléments justifiant du DSCG. Cependant, la procédure administrative imposait pour obtenir matériellement le certificat de ce dernier diplôme un délai de 8 mois, correspondant à la prochaine session de l'examen. Luc rappela cette caractéristique. L'argument témoignait d'un esprit particulièrement respectueux des règles. « C'est exact, » répondit monsieur le mammifère à poil, appréciant les oléagineux. « Vous n'avez pas tort. » La répartie s'était présentée in extremis à l'esprit de Luc. L'information manquante sur son CV s'apparentait pourtant bien davantage de sa part à une omission plutôt qu'à un respect à la lettre des règles administratives. Luc, pour répondre à monsieur Raduil, s'était au plus vite précipité sur la divergence possible entre deux interprétations de la réalité, l'une s'attachant à la forme, l'autre privilégiant le fond. Avant que les mots ne se forment sur ses lèvres, il n'avait aucune idée de l'argument qu'il allait avancer. Thibault, béat et muet d'admiration, contemplait son fils. Plus tard, Luc passa dans la chambre de sa mère. Elle éprouvait le grand plaisir que l'on ressent après une journée bien remplie, lorsqu'on se glisse enfin dans le confort de son lit quotidien, fidèle, qui prodigue douceur et bien-être, qui chaque nuit éloigne des événements du jour et qui chaque matin offre un nouveau regard plus paisible en règle générale. Mais dis-moi, s'empressa-t-elle de lui demander, raconte, comment t'es-tu débrouillé à chaque fois pour trouver des réponses, pour ton double diplôme, pour ta mention au bac, je n'en reviens pas de tes réflexes, tu m'impressionnes. Luc lui répondit qu'il avait toujours l'impression de jouer, d'être une sorte d'imposteur, de sautiller d'un obstacle à l'autre. Il imitait, il s'accrochait aux branches,
il retournait en fait, à son avantage, un sentiment latent d'infériorité, et de la sorte ne se laissait pas si aisément déstabiliser. Il s'amusait au fond. Mais surtout, maman, la raison est dans les jeux de stratégie, de pouvoir, où l'on gagne des empires, on lutte, on construit des argumentations politiques pour convaincre et créer des alliances. Les jeux auxquels il s'adonnait depuis des années sur Internet étaient en effet complexes, à l'opposé de jeux rudimentaires du genre « je t'attrape, je te tue ». Ils étaient des jeux de langage, de dextérité nécessaire avec le verbe. Je crois qu'il m'aide, maman, dans de telles situations. Ah oui, répondait Maude, qui ne perdait pas une bribe de ses propos. Je le savais bien, pensait-elle. Mon fils n'a pas emprunté le même chemin que moi. Sa culture n'est pas la même. Les pratiques des jeunes, nés à la fin du XXe siècle, n'ont pas que des défauts. Loin de là. C'est ainsi que Luc parvint, en un temps pour le moins réduit, à décrocher son premier emploi. Il allait fréquenter de prestigieux jeunes gens issus des fameuses écoles citées plus haut et pourvus de machines intellectuelles autrement plus performantes que la sienne. Le destin ne se montrait-il pas singulièrement facétieux envers un jeune homme dont les parents avaient éprouvé de si profondes inquiétudes pendant les nombreuses et longues années de sa scolarité? Thibaut et Maude avaient conscience, ce qu'ils commentèrent amplement le soir même, ainsi que les jours qui suivirent, que leur fils, tant soutenu par le passé, avait enfin atteint l'ultime objectif qu'en famille, constituée pour l'occasion comme une équipe, il s'était depuis longtemps fixé. Sa formation comme élève d'abord, puis comme étudiant, avait eu pour but de le préparer au mieux aux dures contraintes et aux incontournables exigences de la vie active. L'avenir leur demeurait bien évidemment indéchiffrable. Luc changerait probablement un jour d'emploi. Peut-être connaîtrait-il un échec retentissant chez l'Artigue Frères. Mais pour l'heure, ils ne boudaient pas leur immense satisfaction d'avoir enfin atteint la destination désirée, le point d'étape majeur tant espéré depuis si longtemps. Et pourtant, peut-on cacher au lecteur que depuis cette très exceptionnelle soirée, Thibaut fut harcelé chaque nuit par un nouveau genre de cauchemar? Luc allait côtoyer chez l'Artigue Frères les plus impressionnantes mécaniques intellectuelles du pays. Dans son cauchemar récurrent, Luc était là-bas, chez l'Artigue Frères, et il coulait. Il prenait des coups. Il n'apercevait aucune voie de salut. Il souffrait. Il vivait un enfer. Chaque matin, Maude avait droit à un compte-rendu circonstancié de ses dernières angoisses nocturnes. Stop, finit-elle par lui répondre. On fait la pause. Pousse, comme disent les enfants. Fais-moi plaisir. Là, pour quelque temps, on arrête les inquiétudes. Tu permets? La réprimande conjugale ne fut pas sans effet. Thibaut, s'il rêva encore, abandonna du moins au matin ses débordements verbaux. Chapitre 2.
vers la Martinique. On y est arrivé. Ne se lassait pas de commenter parents et jeunes gens le mirifique soir où ils se délectèrent de louanges relatives au succès de Luc. On a fini par les avoir. Toutes ces années récalcitrantes de conseils de classe, contrôle, cours de maths, mémoire, stage, travail scolaire l'été, pénible en vacances, au bord de la mer, en Espagne, en Bretagne, sans jamais s'arrêter. Ils attrapaient les répartis au vol, ils les relançaient à qui voulait bien s'en saisir, ils ouvraient la porte du réfrigérateur, grignotaient, sirotaient leur champagne. Une anecdote leur revenait soudain en mémoire. Ils l'exposaient avec force détail et la conversation repartait pour un nouveau tour infatigable, telles les ailes d'un moulin, indéfiniment entraînées par une forte brise. Ils étaient assis sur le canapé devant le grand écran de télévision qui diffusait ces images, silencieux comme à l'accoutumée. L'habitude est acquise chez les Valente d'écouter à l'aide des casques pour éviter l'effet désagréablement intrusif de l'appareil. C'est la joie, pensait Maude. Bien sûr, oui. Mais la vie continue. Mon grand-fils est libre. Il a trouvé du travail, il commencera en décembre, il a fait son boulot, il est tranquille, il a rempli son contrat, décroché un emploi, son avenir est assuré à moyen terme. C'est parfait, se disait-elle. Mais enfin, n'oublions pas le présent. Là, juste maintenant. Il ne s'agirait certes pas pour autant de négliger le présent. Maude ne perdit en conséquence pas une minute et tourna son attention, alors même que la fête battait son plein, vers le très précieux présent. Elle pensa à ses deux garçons. Romain commençait, en ses premiers jours d'octobre, son année à l'EGEC, une école privée de gestion et de comptabilité après 4 très longs mois de vacances. Luc, au contraire, n'avait cessé d'être actif depuis la rentrée de septembre de l'année précédente, et maintenant, c'était à son tour de se retrouver aussi libre que l'air limpide des sommets. Décidément, les deux frères, qui s'étaient ces derniers mois presque toujours manqués, ne rencontreraient pas souvent à l'avenir des perspectives de vacances communes. Le sang de Maude ne fit qu'un tour. Son atavisme ou mode de fonctionnement qu'elle avait développé depuis des années et qui consistait à tenter, dans la mesure de ses capacités, d'ouvrir grand pour ses garçons les portes et fenêtres du vaste monde, se fit soudain sentir. Luc avait 23 ans, Romain en avait 20, Maude ne pouvait quasiment plus intervenir sur leur vie, mais elle disposait en revanche d'un poste d'observation hors pair sur leur existence, puisqu'ils habitaient le domicile familial. Maude les savait dotés d'un sens du devoir raisonnablement développé. Romain suivait et travaillait ses cours, de même que Luc, qui avait même ajouté pendant 1 an à son activité d'étudiant celle de salarié en alternance. Maude n'avait évidemment rien à redire. Ces garçons étaient intégrés. Ils occupaient correctement leur rôle social. Les parents avaient sans doute plutôt bien accompli en ce domaine leur mission qui s'était révélée
au fil des années un âpre et dur combat. La composante sociale de Luc et de Romain semblait bel et bien faire désormais partie de leur personnalité. Pour le reste, Maude les observait. Elle les croisait. Elle les frôlait. Elle les voyait agir. Et elle anticipait très concrètement cette mémorable soirée de réjouissance, les semaines à venir. Romain suivrait ses cours. Luc dormirait chaque jour jusqu'en début d'après-midi. Il jouirait ensuite de ses fidèles jeux vidéo. Aucun péril ni aucune mort d'homme ne serait, cela va sans dire, à déplorer. Les événements pouvaient, sans dommage, suivre ainsi leur cours. Maude fut cependant d'un autre avis. Sa conclusion fut instantanée. À peine l'idée traversa-t-elle son esprit qu'elle la lança à la cantonade. « Dites-moi, les garçons, un tel événement, il faut le fêter. Ça vous dirait si on partait ensemble à la Toussaint ?» Romain disposerait à cette date d'une seule et unique semaine de vacances. « Rien ne nous en empêche. Plus tard, ce sera compliqué pour vous d'être libres ensemble au même moment. Sautons sur l'occasion, vous ne croyez pas ?» Des regards furent échangés entre la mère et les deux fils, puis entre le père et le trio mère-fils. « Ah bien oui, pourquoi pas ?» fut la réponse unanime et immédiate des trois hommes. Diane, l'une des amies d'écriture de Maude, souriante, courtoise, vive, brillante, curieuse, cultivée, littéraire, élégante, fine, lucide, bondit littéralement de joie lorsque celle-ci lui annonça leur futur séjour en Martinique. Telle fut en effet la destination choisie. « Mais c'est fantastique !» s'exclama-t-elle. « Vous allez vous régaler !» Diane ne perdit pas de temps. Elle se précipita boulevard Haussmann, poussa la porte du comité martiniquais du tourisme et en ressortit avec de multiples dépliants et brochures touristiques. Maude devait absolument voir, visiter et se régaler de tel et tel endroit. Elle devait contempler le diamant. Diane en rêvait depuis toujours. Maude, cependant, n'est pas Diane, et elle se retrouva en Martinique du 22 au 29 octobre avec mari et enfants, non pas pour le plaisir, mais pour occuper ces deux jeunes adultes de fils. Le fait est peut-être exprimé brutalement, il risque de choquer, mais il fut très exactement à l'origine de leur départ pour l'île aux Fleurs, ainsi qu'à l'origine de leur voyage précédent, le plus généralement au bord de la mer, à Kerbian ou bien à la montagne, dans la ville de Chamonix. Occupés, Luc et Romain, à l'âge qu'ils avaient atteint, 23 et 20 ans, n'était absolument pas négligeable aux yeux de Maude. Cela avait pour conséquence de supprimer un certain nombre d'heures passées devant des écrans et leurs activités virtuelles attachées, et de les remplacer par des activités réelles, telles qu'un aller-retour en avion, de l'attente dans les aéroports, des kilomètres parcourus au-dessus de l'océan, de la chaleur tropicale, de la plage, de la mer, des Caraïbes, de la plongée sous-marine. Maude s'appliqua en effet, de façon à vraiment occuper ses garçons, à ajouter la possibilité de la plongée sous-marine aux activités martiniquaises de base que sont d'ores et déjà la plage et le soleil. Maude connaissait ses deux fils, et elle anticipait que plage et soleil risquaient de n'être qu'incomplètement suffisants. Luc et Romain, des enfants de parents aisés et qui depuis longtemps profitaient des bienfaits de la plage et du soleil, pouvaient en effet assez rapidement se sentir
blasé, peu impressionné, presque ennuyé à la limite. Les critères de choix de Maud furent tout à fait simples. Emplir le temps des garçons supposait d'aller dans un pays tropical. Il ne faisait plus assez chaud pour gagner la Bretagne et ses activités voilières, il ne faisait pas encore assez froid pour le ski en Haute-Savoie. Elle devait également réserver au plus vite. C'est pourquoi elle retint la formule prête à l'emploi du club Méditerranée, et enfin, pour que les activités ne se limitent pas à la seule chaise longue avec vue sur mer, elle chercha un endroit qui permettait de pratiquer la plongée sous-marine. C'est ainsi que la famille découvrirait, pendant une semaine, les joies du club Méditerranée de Sainte-Anne, au sud de la Martinique. Les garçons ne pouvaient bien évidemment refuser. Le voyage était coûteux, l'activité leur plaisait, ils acceptèrent, mais ils se contentèrent d'accompagner le mouvement. Maud se doutait qu'ils seraient aussi aisément restés blottis au sein de leur existence virtuelle. Ils n'auraient pas détesté. De là à affirmer qu'ils auraient préféré, la nuance s'avère pour le moins ténue. Deuxième partie, les Antilles. Chapitre 1. En avion. Ils prirent un taxi. Depuis leur 12e arrondissement, une fois arrivés à Orly, ils attendirent l'heure du départ, le moment fut agréable. Ils s'installèrent autour d'une petite table transparente dans un coin café du grand hall au premier étage de l'aéroport. Les plaques blanches qui recouvraient le sol brillaient sous la claire lumière de cette belle matinée d'automne. De vastes baies vitrées s'ouvraient sur les pistes et sur d'immenses pans de ciel uniformément bleus. Maud raconta qu'elle venait ici quand elle habitait chez ses parents à Thizy, l'une des communes voisines d'Orly. Elle regardait les avions et elle écrivait. Elle prit un thé, elle en prit une assiette de chouquettes et de pain au chocolat, elle apporta un café au lait à son mari qui picora des grignoteries. Il avait pourtant annoncé qu'il avait déjà bien de petit déjeuner et qu'il n'y ajouterait rien. Mais enfin, sa nature l'emporta, à savoir un bel appétit, en règle générale à toute épreuve. Les garçons s'étaient promenés, ils avaient ensuite rejoint leurs parents, ils avaient papoté, Maud avait apprécié, elle avait bavardé tout en ayant ses écouteurs dans les oreilles, avec des romans lus à haute voix ou bien France Culture, c'était selon. Elle était détendue, souriante et heureuse. L'on peut, de temps en temps, évoquer le bonheur. Pourquoi, en effet, ne le remarquerait-on pas au moment même où il est perçu, lorsque la vie devient, soudain et sans prévenir, alerte, facile, aussi pétillante que de légères bulles de champagne. Peut-être, effectivement, le bonheur qui toujours fuit, qu'on cherche et qui s'échappe, peut-être était-il là, tout simplement, en ces instants où ils attendaient l'avion, où leur prochain séjour n'était pas encore inscrit dans